Nous sommes de retour en Angleterre et nous allons rencontrer Mina Harker, la promise de Jonathan Harker, et sa meilleure amie Lucy Westenra. Elles sont principalement préoccupées par le retour de Jonathan, surtout Mina, tout simplement parce que Jonathan n'est pas rentré depuis 3 mois. Alors il a bien écrit, on se rappelle que sous la pression de Dracula, Jonathan a écrit des courriers annonçant son retour prochain, mais Mina ne reconnaît pas la nature de ces courriers, elle ne reconnaît pas le ton principalement. Je rappelle donc que son courrier pouvait être lu à travers des enveloppes transparentes que lui fournissait le comte. Il a essayé de donner autant d'indices que possible sans pour autant se trahir. Donc le ton dans son courrier était très télégrammique. De retour bientôt, chère Mina, je vous embrasse. Enfin, voilà. Mais malheureusement, ce ne sont pas là des indices suffisants pour lui mettre la puce à l'oreille, donc elle est juste inquiète, mais elle attend quand même le retour de son bien-aimé, vu que c'est ce qu'il annonce. Alors, toute cette partie, tout ce qui va suivre dans cette partie, nous sera dévoilé à travers le journal de Mina. Mina tient un journal, exactement comme son mari, car Mina tient à s'entraîner, à écrire en scénographie, histoire d'assister plus tard son mari. Il faut savoir que tout ce que Mina engage, tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle cherche à faire, elle le fait pour le bien-être de son couple, pour le bien-être de son foyer, pour être la meilleure femme possible au service de son mari. Donc nous avons encore ici un aspect found footage à la chose, et comme toujours, nous avons une petite raison, une petite explication du fait que les événements sont consignés. Mina, la future assistante. Lucy, de son côté, donc qui est la meilleure amie de Mina, comme je disais, Lucy Westenra, elle est plutôt préoccupée par son mariage. Elle doit faire le choix parmi 3 prétendants. Il y a 3 hommes qui ont demandé sa main, et ces 3 hommes se trouvent être des amis. Donc ce sont 3 amis qui sont tombés tous les 3 en même temps amoureux de la même femme. Alors ces 3 bons amis sont donc... Il y a un Texan, Quincy Morris, qui est un peu l'alpha mâle du groupe, l'homme d'action, c'est celui qui les a menés dans des parties de chasse par exemple, celui qui s'y connaît en armes. Nous avons le docteur Jack Seward, qui sera un personnage assez important dans cette deuxième partie, à la fois pour constater les effets du vampire, donc on aura ici un aspect, une retranscription on va dire médicale, l'homme de science qui essaie de comprendre ce qui se passe. Jusque-là nous avions un homme raisonnable, raisonné, en la personne de Jonathan qui refutait ce qui était en train d'arriver, de se passer sous ses yeux. Là, cette fois-ci, ce sera un homme de science qui va y assister, qui lui aussi va buter au début, à la personne de Jack Seward. Mais pas que d'ailleurs, ce ne sera pas son seul rôle, il aura aussi un rôle très intéressant parce que grâce à lui, nous aurons accès à un asile. Il faut savoir qu'il exerce dans un asile, et nous aurons ainsi un parallèle entre cette vision assez extraordinaire de Dracula, pomper la vie pour la vie, avoir cet accès à l'immortalité, à l'éternité, désir qu'on va retrouver chez d'autres aliénés, au sein de l'asile dans lequel intervient Jack. Et donc voilà, ce parallèle va être aussi intéressant. Et enfin, nous avons Lord Arthur Holmwood, donc qui est celui qui emportera la main de Lucy finalement. Lord Arthur Holmwood, qui est issu d'une famille noble, très réputée, très connue, donc ce sera un peu l'homme de pouvoir. Il leur ouvrira des portes qui leur seraient autrement inaccessibles quand ils commenceront cette fameuse enquête pour comprendre ce qui se déroule dans la ville avec l'arrivée de Dracula. Et cette stature de Lord Arthur Holmwood, aura toute son importance à ce moment-là. Donc voilà, ces 3 amis sont assez complémentaires dans la suite de l'enquête. Ils le sont dans le livre. Ils sont présentés comme tels. Ils ont un amour assez pur pour Lucy. Et quand Arthur l'emportera, les 2 autres autant seront assez tristes, mais soutiendront leur ami victorieux et essaieront de faire de leur mieux pour l'aider et à l'assister dans son mariage. Spoiler, il n'y aura pas de mariage. Voilà. Dans le film, Lucy n'est pas la même. Autant nous avons une Lucy candide et douce et meurtrie de devoir faire ce choix, de devoir choisir parmi les 3 amis. Elle ne peut pas choisir les 3 parce que ce n'est pas encore l'époque, mais elle est meurtrie pour cela et elle fait son choix. Elle aime Arthur, mais elle a beaucoup de tendresse envers les autres. Autant dans le film, Lucy est un personnage en fait assez extravagant, assez déluré. Alors prude ne serait certainement pas le mot en ce qui la concerne. D'ailleurs, elle fait plein de jeux de mots, plein d'allusions un peu sexuelles, un peu vaseux, un peu... Son choix, finalement, semble presque être motivé par le désir de choisir celui qui a la plus grosse. D'ailleurs, elle fait un jeu de mots comme ça, en fait, à un moment, lors d'une réception, où les 3 prétendants sont là, justement, elle va passer de l'un à l'autre. Quand elle rencontre Quincy, donc le Texan, qui a un sabre, qui se balade avec un gros couteau, un gros couteau, elle va lui dire, est-ce que je peux la tenir, elle est grosse, elle est grande, enfin, est-ce que je peux la toucher, est-ce que vous me permettez de la toucher? Donc voilà, elle a toujours ces allusions sexuelles complètement pétées, en sachant qu'il y a de fortes chances qu'elle soit pucelle en plus, c'est ça le pire. Ce ne sont que des désirs inassouvis. Le film décrit ici ces femmes qui étouffent en fait sous toutes ces contraintes que leur applique cette société victorienne. On a un désir ici d'émancipation qui, chez Lucy, prend cette forme comme ça d'un vocabulaire, d'un langage très vulgaire, avec des allusions fréquentes, avec des allusions permanentes. Autant Mina la reprend de temps en temps, autant Mina est tout aussi intéressée et va même jeter un coup d'œil sur un petit livre érotique cache Lucy en fait. Elle va découvrir par exemple la sodomie dans une sorte de petit ouvrage illustré.
en disant mais mon Dieu, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Et Lucie qui lui répondra ben si, mais moi je l'ai fait rien que cette nuit, dans mes rêves bien sûr. Bon voilà. Donc c'est ça Lucie. Cette différence entre les personnages dans le livre et dans le film, on a déjà dit que finalement ce n'était pas si choquant que cela. Le roman est après tout sous un format épistolaire, donc ce qui est décrit, les personnages tels que décrits, c'est un peu la vision sans doute que l'auteur se fait de ces personnages-là. Quand Mina décrit les scènes, elle décrit une Lucie telle qu'elle elle veut la voir, telle qu'elle la verrait dans cette société-là. Donc que Coppola se permette une liberté en décrivant ses personnages autrement, mais tout en permettant une perception qui pourrait donner ces journaux-là, qui pourrait donner ces témoignages dans ces journaux-là, c'est tout à fait acceptable. D'ailleurs, cette dissonance entre la véritable nature des choses et le témoignage qui en est fait sera l'objet d'une discussion que Mina et Lucie vont avoir d'ailleurs avec un vieillard. Cette scène va se passer dans un petit village pittoresque, en Angleterre toujours, où Mina et Lucie vont se retrancher, parce que justement il faut prendre soin de Lucie, Lucie étant malade. Dans le livre. Dans le film, ils n'y feront pas tellement allusion. On découvrira quand même à un moment donné qu'elle souffre de somnambulisme, mais ce n'est pas si prégnant que ça. Dans le livre, par contre, c'est vraiment central. Le personnage de Lucie est malade et voilà, ses crises de somnambulisme refont surface. Donc en fait, elle se retire dans le village de Whitby pour prendre un peu soin d'elle, reprendre des forces avant son mariage. Et Mina, excellente amie qu'elle est, l'accompagne. Cette partie est retirée du film, bien sûr, mais dans le livre, cette partie va être intéressante parce qu'elles vont faire la rencontre de quelques villageois, notamment d'un vieillard, d'un petit vieux sympathique du nom de Swalls, qui va les entretenir justement sur cette discussion sur l'hypocrisie de la compassion, en fait, dans la mort, et les mots vides de sens qu'on peut retrouver sur les stèles. Donc je trouve que c'est le parallèle assez intéressant entre justement ce que Coppola a voulu mettre là en place, c'est-à-dire qu'est-ce que les personnages tels qu'on les décrit sont vraiment comme tels, ou est-ce que finalement c'est une sorte de censure, ou en tout cas une poudre victorienne qui est saupoudrée par-dessus. Alors, le cimetière est au bord d'un ravin, il me semble. La stèle qui attire l'attention, notamment, c'est celle d'un jeune homme qui serait tombé du haut du promontoire, un accident sans doute. Et cette tombe aurait été érigée par sa mère, inconsolable par la perte d'un enfant bien-aimé, etc., etc. Il était le fils unique et elle était veuve. Le vieux Swall, ça le fait bien marrer. Et Lucie et Mina ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? C'est une femme éplorée, une pauvre mère éplorée qui pleure la mort de son enfant. Et Swalls leur explique que non, en fait, que le jeune homme en question haïssait sa mère. Et il s'est suicidé littéralement pour qu'elle ne puisse pas toucher son assurance vie. Il s'est fait sauter la cervelle avec un vieux fusil. Et c'est ce qu'on traduit là sur la stèle en disant qu'il est tombé du haut des rochers. J'aime bien parce que du coup, effectivement, il y a une chute, mais il y a une chute vers l'enfer, vers les enfers, si on veut. C'est-à-dire que ce jeune homme, parce que sa mère était tellement pieuse, a fait le choix de se suicider pour être sûr de ne pas la retrouver au ciel. Et là encore, on a un parallèle très sympa avec l'état de Dracula, qui lui aussi s'est maudit quelque part, mais lui, non pas pour fuir, pour échapper à l'âme de sa bien-aimée, mais plutôt pour la retrouver. Parce que sa bien-aimée était maudite, justement. Donc, maudite, condamnée à aller aux enfers. Et donc, on a ici une discussion sur la résurrection, sur le retour des morts, qui est assez intéressante, parce que justement, les morts sont censés se présenter devant l'ange Gabriel avec leur stèle. Et donc, en fait, le vieux Swalls conclut en disant, est-ce que Gabriel, l'ange Gabriel, ne sera pas dégoûté, justement, de devoir faire tirer le vrai du faux sur toutes ces stèles où on ne raconte que de la merde finalement, où la décence demande, les codes sociaux demandent en fait ce travail de censure sur la mémoire. J'aime bien cette partie, j'aime beaucoup cette discussion qu'ils ont tenue, d'autant plus qu'elle présente un parallèle sympa avec Dracula, comme si ça avait peut-être inspiré un peu Coppola. Un Dracula qui se condamne aux enfers pour rejoindre sa bien-aimée. Là, on a un jeune homme qui se condamne aux enfers pour échapper à sa maman. Et de l'autre côté, on a aussi cette vision qu'on peut avoir du personnage, tel qu'il est décrit, et ce que le personnage est vraiment. Ce qui justifie la prise de distance du film par rapport à l'ouvrage, encore une fois. Donc voilà, pendant toute cette partie, on a un peu cet état des choses qui n'évolue pas tellement. Mina s'inquiète toujours pour Jonathan qui n'arrive pas. Lucie a des petites crises modérées de somnambulisme pour l'instant, rien de grave pour le moment. Et de temps en temps, des discussions comme ça avec surtout ce vieillard. Et les petits événements, il ne se passe pas grand-chose dans ce petit village de Whitby. Enfin, il ne se passe pas grand-chose. Dracula arrive, bien sûr. Il va arriver par ce village. Et comme par hasard, Mina était dans les parages. Donc, bon, le hasard est assez gros quand même pour qu'un Dracula quittant la Transylvanie se retrouve dans le village où on trouvait refuge, Mina et Lucie, donc, des connaissances de Jonathan. Bon, alors bien sûr, cette arrivée de Dracula en Angleterre ne sera pas des plus discrètes, ça va de soi. Donc, quel était le plan de Dracula? On se rappelle donc qu'il avait décidé donc de charger des caisses de terre et de les mettre au bord d'un bateau pour débarquer en Angleterre. Pourquoi des caisses de terre? Parce qu'il a besoin justement de... Dracula ne peut dormir que dans de la terre honnie, de la terre souillée. Là, notamment, c'était la terre du château, la terre de son tombeau. Ces caisses, il les a chargées au bord d'un bateau qui s'appelle le Déméter. Alors ce nom n'est pas anodin non plus, puisque Déméter, c'est une sorte de déesse de la moisson. Or, on a une scène quand même assez fantastique, d'ailleurs elle est très bien retranscrite dans le film, où Dracula, comme un sorte de gros bourgeon comme ça, logé au sein de la terre, dans la terre de ses cercueils, va commencer à germer. Il rajeunit, comme une plante rabougrie depuis longtemps qui reçoit de l'eau et qui commence à reprendre vie. Donc on voit un peu le vieux Dracula dans son cercueil, le Dracula tout momifié un peu, commencer à rajeunir avec des cris comme ça au bord du bateau qui nous font comprendre que oui, Dracula en fait est en train de se gorger du sang des matelots
Et que le résultat, c'est effectivement cette transformation à laquelle on est en train d'assister. Donc cette scène est un condensé qu'on a dans le film. Condensé de l'événement véritable qui va se dérouler au bord du bateau, qui est beaucoup plus détaillé dans le livre. Dans le livre, ça sera sous la forme d'un huis clos entre Dracula et ses matelots dans ce bateau qui ne savent pas ce qu'ils ont embarqué, en fait, ne savent pas quelle est la nature dangereuse de leur cargaison. C'est un huis clos très bien monté. Ça aurait pris sans doute trop de temps à développer dans le film. Et c'est pour ça que finalement, cette solution qui a été trouvée fonctionne parfaitement. Montrer Dracula dans son cercueil en train de rajeunir comme ça, tout en entendant les cris et les hurlements un peu des matelots, ses victimes tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Dans un premier temps, à Whitby, une tempête est annoncée. Voilà, normalement tous les bateaux au large rentrent au port, les marins expérimentés sont quand même précautionneux, sauf qu'on aperçoit au bord, en haute mer, on aperçoit un bateau qui ne semble pas savoir exactement où il va aller. Donc il change de direction, comme s'il était porté par le vent, comme s'il n'avait pas de direction fixe en fait, comme s'il virevoltait comme ça. La population commence à en s'inquiéter et essaie de leur faire signe en leur disant de rentrer au port parce qu'une tempête arrive. Mais le bateau ne réagit pas tellement. Et donc ce bateau va se prendre la tempête de plein fouet et va effectivement s'échouer sur le rivage. Et c'est seulement en allant inspecter ce bateau que l'on se rendra compte en fait que c'était un mort qui tenait le gouvernail. En effet, ils vont découvrir la dépouille du capitaine attachée au gouvernail avec un crucifix autour des mains. Et c'est ce qui explique en fait que ce bateau était sans direction, que ce bateau allait au gré des vents et des vagues en fait. Et à part le cadavre de ce capitaine, on ne trouvera rien d'autre sur le bateau. À part un chien qui s'échappera en fait du bateau. Donc certains témoins auront vu donc un gros chien noir sauter du bateau une fois que le bateau aura échoué, sauter du bateau et disparaître dans le village. Donc voilà, à part ce chien, aucune trace de vie. C'est donc à la consultation du journal de bord du capitaine qu'on comprendra ce qui s'est passé. Ce journal tenu par le capitaine, d'ailleurs, sera justifié, donc il tiendra ce journal très régulièrement, et il le justifiera par une entrée assez prémonitoire. Des événements si extraordinaires ont lieu à bord de ce bateau que je me dois de tenir un journal jusqu'à notre arrivée à Whitby. Et là, on découvre un peu le destin funeste du bateau. Alors, tout a commencé assez tranquillement, donc chargement du bateau au départ, avec des caisses remplies de terre. Donc ils savent ce qu'il y a à bord, même ils savent qu'ils ont des caissons remplis de terre. Il est très curieux d'ailleurs qu'ils ne soient pas surpris par cette cargaison quand même, c'est pas anodin je trouve, mais bon. Ils prennent la mer au début, et l'équipage est composé d'une dizaine de personnes. 5 hommes, 2 officiers, le second, un cuisinier, le capitaine, voilà. Donc dans un premier temps, tout se passe bien. Ils rencontrent la douane, des bakshish, voilà, ils voguent tranquillement, suivant une routine qui est assez établie. C'est une semaine plus tard qu'un malaise commence à germer au sein de l'équipage. L'équipage semble mécontent, et comme si les hommes avaient peur de quelque chose, mais ne voulaient pas en parler. Ce constat fait, le lendemain, ce malaise ne semble toujours pas se dissiper. Et pourtant, le capitaine est assez surpris, parce qu'il connaît ces hommes. Il a déjà beaucoup navigué avec eux, et il ne les a jamais vus dans cet état. Et son second comprend encore moins. D'ailleurs, son second va s'énerver, va se fâcher, et va frapper un autre homme. Voilà, face à cette frustration de ne pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi l'équipage est aussi bizarre? 2 jours plus tard, le second viendra voir le capitaine en lui disant du coup que l'un des hommes manquait à l'appel. Chose que personne ne peut s'expliquer. Parce qu'il avait pris son quart, c'est-à-dire qu'il a fait sa surveillance, et puis il a été relevé. Et donc entre le moment où il a été relevé et le moment de rejoindre ses quartiers, il a disparu, personne ne l'a vu se coucher. Donc il aurait été intercepté sur le retour. Dracula l'a chopé à ce moment-là. Enfin nous on sait que c'est Dracula, mais là eux ils ne savent pas. Donc en fait, cela ne va certainement pas arranger la situation. Voilà, donc le second et le capitaine vont faire de leur mieux, essayer d'interroger l'équipage, mais tout le monde va persister à se dire il y a quelque chose à bord, c'est tout. Et le second commence aussi à s'inquiéter, à être encore plus nerveux, parce que non pas qu'il croit à cette présence obscure qui serait à l'origine de la disparition de l'équipier, mais tout simplement parce qu'il redoute une mutinerie. Et c'est le lendemain qu'on a une première piste, on a un matelot qui va approcher le capitaine et lui dire qu'il y a un homme étranger à bord. Ce n'est pas un homme de l'équipage. Donc il lui raconte que pendant son quart, alors qu'il essayait de s'abriter du gros temps, il a aperçu un homme grand, mince, qui ne ressemblait à aucun des hommes à bord. Cet homme est apparu sur le pont, il s'est dirigé vers la proue et il a disparu. Donc on a là un Dracula impatient qui tient à jeter un œil un peu sur ce qui se passe. Est-ce que l'île approche? Enfin, il veut, voilà, un Dracula qui se projette sur son avenir sans doute, sur cette nouvelle vie qui s'offre à lui. Notre matelot a été assez courageux parce qu'il a voulu le suivre, mais quand il est arrivé à l'avant, il n'y avait plus personne. Et toutes les écoutilles étaient fermées. Donc en fait, par où est passé Dracula? Alors nous, on sait effectivement que Dracula peut se glisser à travers n'importe quel interstice, pour peu qu'elle ne soit pas bénie, bien sûr. Mais là, pour cet homme, chose inexplicable. Il a quand même vu cet homme se dissiper dans le brouillard. Il est bien chanceux d'ailleurs que Dracula ne s'en soit pas pris à lui. Sans doute était-il répu. Donc voilà, maintenant le capitaine a une piste. Il comprend donc que l'équipage redoute la présence d'un étranger à bord, d'un étranger dangereux. Donc en fait, pour les calmer, ce qu'il va faire, c'est organiser tout simplement une fouille complète. Ce qui semble être une bonne idée. Enfin, le second n'est pas d'accord, parce que pour lui c'est ridicule, c'est entretenir cet état de paranoïa, et qu'il ne fallait pas tenir rigueur de ses propos stupides. Le capitaine n'en tiendra pas compte, il lui demandera de tenir le gouvernail, tandis que lui et les hommes iront fouiller tout le bâtiment. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont fouiller le bâtiment comme s'ils s'attendaient à trouver un humain. Donc ils vont fouiller dans des endroits, on va dire, raisonnables. L'idée ne leur vient pas que l'homme qu'ils cherchent est tout simplement dans un des caissons de terre. Donc effectivement, cette fouille est infructueuse, mais ça semble rassurer tout le monde. Donc voilà, les hommes retournent au travail, l'humeur est un peu meilleure.
Il passe Gibraltar, il rentre dans le détroit, tout va bien. Sauf que, rebelote, une semaine plus tard, la malédiction s'abat à nouveau. À la faveur du gros temps, un homme qui venait de se faire relever de son quart disparaîtra avant de rejoindre les cabines. Donc ce gros temps, d'ailleurs qui a favorisé ces disparitions, n'est sans doute pas anodin qu'on découvrira au fur et à mesure les pouvoirs de Dracula et qu'on sait qu'il a un effet sur le temps. Donc de nouveau, panique générale, et cette fois-ci les hommes décident de faire leur quart 2 à 2. Voilà, histoire d'augmenter leur chance quand même de survie. Plus personne ne veut se retrouver seul, ce qu'on peut comprendre. Le second réagit de l'unique façon qu'il sait réagir en temps de crise, donc par la colère. Ça se demandait comment il a pu devenir second quand même. Il n'a que cette réaction possible en fait. Face à la difficulté, face à l'incompréhension, il se met en colère et il frappe tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, cela semble inquiéter le capitaine qui semble plus inquiet des écarts qui pourraient venir du second que de l'équipage. Et là, les choses ne vont pas aller à s'arrangeant en fait. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant ils vont s'essuyer du vent, de la tempête ou du brouillard. En fait, Dracula commence à déployer ses effets. Sans doute qu'il y a une intention derrière d'ailleurs, parce que là, du coup, les hommes sont épuisés. Les hommes ne peuvent même plus faire leur quart, puisqu'il faut toujours faire, il y a toujours du travail en fait. Donc Dracula semble comme ça les tenir occupés. Alors, est-ce que c'est une façon aussi de ne pas leur laisser avoir l'idée de refaire une fouille? Parce que ça marche du coup. Ils n'ont ni la force ni l'énergie désormais, donc de faire leur quart 2 à 2, ou tout simplement de penser à avoir l'idée même de refaire une fouille. Donc ce qui est parfait pour Dracula, ce qui va être parfait pour pouvoir frapper à nouveau. Et effectivement, 5 jours plus tard, c'est ce qu'il fait. Les hommes ont pris leur quart 1 à 1, trop épuisés pour se permettre de le faire 2 par 2. Donc cette fatigue qui est effectivement le résultat de la manigance de Dracula leur sera fatale. Alors cette fois-ci c'est l'inverse qui s'est passé, c'est un matelot qui devait faire son quart, qui monte sur le pont pour remplacer le matelot sur place et qui ne trouve personne. Et donc c'est à son cri de terreur que tout le monde arrive sur le pont, que tout le monde se met à chercher, mais je crois que c'était un lieutenant cette fois-ci qui disparaît. Donc là c'est le troisième homme qui disparaît, ce troisième homme étant en plus un lieutenant, ou en tout cas ce n'est pas un simple matelot, donc on a un nouvel affolement au sein de l'équipage. Et cette fois-ci une décision est prise. Il décide de s'armer et d'attendre les événements. Ce qui est quand même grotesque. Il faut attendre la troisième disparition pour s'armer. Enfin, je veux dire, dès la première, bon allez, à la seconde, on peut dire que le premier, il est tombé peut-être à l'eau par accident ou autre, mais dès la seconde disparition, on se dit que là, il se passe quelque chose. Tous les matelots devraient être armés, même si ça ne change pas grand-chose à la situation. Et là, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire qu'un jour plus tard, c'est 3 matelots d'un coup qui sont pris par Dracula. Autant on croyait trouver comme ça un pattern dans son appétit, j'avais l'impression qu'il se nourrissait toutes les semaines, mais là tout d'un coup, c'est 1 jour plus tard, et 3 d'un coup. Donc là, ils approchent de l'Angleterre, donc c'est peut-être par l'excitation, Dracula sent que l'Angleterre n'est plus très loin. Il s'est un peu calmé sur ses effets pyrotechniques, là, il y a beau temps, les voiles sont déployées, sauf qu'en allant se coucher, le capitaine sera réveillé. On lui annoncera du coup que les 2 hommes de quart ont disparu, donc il en a pris 2 d'un coup. Il a un appétit assez inconsistant, donc il enlève 2 hommes d'un coup. Il ne s'est pas contenté de cela, il s'en est également pris à l'homme qui tenait la barre. Donc en fait, il y a 3 hommes qui viennent de disparaître d'un coup. Si on rajoute à cela les hommes disparus d'avant, finalement, ils ne sont plus que 4 à bord du Déméter. Il y a le capitaine, son second et 2 matelots. Autant dire que l'ambiance n'est pas folichonne. Et ce qui ne va certainement pas aider, c'est ce brouillard qui va s'abattre sur le bateau. Ils ne peuvent pas le savoir, mais sans doute que c'est un brouillard qui les suit comme ça, donc ça doit être assez particulier pour les autres voiles qui pourraient les croiser, qui verraient comme ça un bateau qui se déplace tout seul avec un brouillard autour. Donc c'est bien entendu une manigance de Dracula, encore une fois, pour les désespérer, les décourager, et mener ce bateau tel que lui l'entend. Donc ce bateau passe quasiment inaperçu, hein. Il est entouré de son écran de brouillard, donc il passe inaperçu, et il fonce vers sa destination. On ne peut plus rentrer les voiles vu qu'il n'y a plus assez d'hommes pour les manœuvrer, donc les voiles sont tendues, et en fait le bateau semble filer vers un destin funeste. En fait, Dracula qui doit être un peu surexcité d'arriver à port. Donc Dracula a réussi à briser le moral de ses derniers hommes, hein, tout simplement, même le second est complètement abattu. Le capitaine le décrit en ces termes, il ne songe même plus à avoir peur. Tout le monde essaie d'effectuer ses tâches courantes, à travailler de manière machinale, une façon comme ça de se réfugier, d'échapper à cette folie en fait, parce que cette situation est tout simplement incompréhensible et impossible. Et ils s'attendent au pire. Le second, lui, semble être carrément, du coup, sa colère habituelle semble d'ailleurs s'être retournée contre lui et le ronger de l'intérieur. Je trouve que l'évolution même de cette tragédie au sein des personnages est assez intéressante de voir comment chacun réagit. Et le capitaine, lui, se réfugie dans son journal. Il écrit pour essayer de raison garder. Alors, 2 jours plus tard, le capitaine se fait réveiller à nouveau. Alors, c'est très drôle parce que souvent dans le journal, il se fait réveiller. Donc, on dirait que le capitaine dort tout le temps, en fait. Donc, il est tout le temps en train de pioncer. Donc, 2 jours plus tard, il se fait à nouveau réveiller. Et cette fois-ci, ce qu'il réveille, c'est un cri qu'il entend à son hublot. Il ne voit rien parce qu'il n'arrive pas à percer le brouillard, donc il monte sur le pont, il rencontre le second, ils ont tous les deux entendu le cri, mais effectivement, l'homme qui était de quart a disparu. Alors celui-ci a eu le temps de crier, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de voir venir Dracula. Dracula qui commence déjà à être un peu moins discret, de toute façon, enfin ça y est, ils ne sont plus que 3, hein, donc ça va aller assez vite. Et c'est là qu'on s'attendrait peut-être à avoir une nouvelle stratégie chez ces hommes, même dans le désespoir d'ailleurs, parce qu'ils continuent comme si de rien n'était. Enfin, à partir du moment où ils étaient plus que 4, à quel moment laisse-t-il un seul des hommes aller faire son quart? Enfin, là, ça y est, ça devient de la bêtise, là, pour le coup. On s'attendrait à ce qu'ils se mettent tous les 4 ensemble dans une cabine et qu'ils ne bougent plus, qu'ils n'osent plus quitter ou qu'ils se mettent autour du gouvernail et qu'ils n'osent plus en fait se séparer. Comment justifier qu'ils aient laissé, d'ailleurs là ce qui va se passer c'est encore pire, enfin, c'est 1 jour plus tard, cette fois-ci c'est le capitaine qui en voulant
relever l'homme qui tenait la barre qu'il ne trouve plus. Et il dit quelle ne fut pas ma stupeur de ne trouver personne au gouvernail. Mais comment ça quelle ne fut pas ta stupeur? Vous étiez 10 au début, vous n'êtes plus que 3. Comment peut-il ne pas s'attendre à ce résultat? C'est quand même incroyable. Personne n'était au gouvernail, que ne fut ma stupeur? Mais de quoi tu parles? Donc là, il appelle le second, ça veut dire que le second n'était pas là non plus. Le second accourt, le Yagar, et par contre, le second a vu quelque chose. Ils ne sont plus que 2, mais ça y est, le second a compris ce qui est en train de... Enfin, le second semble avoir une piste. Et là, on va créer quelque chose, une paranoïa va se mettre en place, et là, une petite figure que j'aime bien souvent voir dans ces huis clos va se mettre en place, c'est-à-dire ce moment où le capitaine va croire que c'est le second, le coupable. Ils n'auront pas le temps de l'exploiter bien longtemps, parce que là-bas, c'est trop tard en fait, il ne reste plus que le capitaine et le second. Ça aurait été intéressant de mettre cela en place en amont. À un moment donné, de croire que c'est le second potentiellement, qui devient fou, déjà que c'est un homme violent, un homme dangereux. Donc croire que c'est lui le coupable, voilà, faire en sorte que les hommes se retournent contre lui avant de se rendre compte que voilà, trop tard, en fait, finalement, non, c'était... Ça se met quand même un peu en place là, parce que le second s'approche du capitaine pour lui dire, la chose est ici, j'en suis sûr maintenant, la nuit dernière, je l'ai vu. Alors il le décrit également comme un homme grand et mince, affreusement pâle, et il était à la proue. Alors le second s'est glissé derrière et a essayé de le planter avec son couteau. Mais effectivement, il n'a planté que le brouillard. Dracula s'est tout simplement dissipé, sans s'en prendre à lui, ce qui est quand même très étonnant de la part de D. Mais cet événement a suffi pour que le second comprenne à quoi il avait affaire. Et donc ça, c'est assez curieux. Il comprend tout de suite. Il dit, il est ici, je le trouverai, dans la cale, peut-être dans les caisses. Il en est persuadé cette fois-ci. Maintenant qu'il sait qu'il y a quelqu'un, et que ce quelqu'un n'a pas été trouvé lors de la première fouille, il ne peut être que dans les caisses. Il ne s'avance pas encore sur la nature de cette chose, il n'essaie pas d'expliquer le pourquoi cette créature s'est dissipée sous son couteau, mais il va la trouver. Il s'affaire donc à aller chercher des affaires, donc une simple lanterne, son couteau pour descendre dans la cale, donc un pied de biche pour ouvrir les caisses. Et en fait, le capitaine le voit faire, mais il ne peut rien faire. De toute façon, le capitaine est coincé au gouvernail, il faut bien que quelqu'un tienne la barre. Donc il le regarde faire, il ne peut... De toute façon, le capitaine se dit que le second a perdu la raison, mais que peut-il faire de toute façon? Donc il tient son gouvernail et le laisse défouler. De toute façon, il ne s'agit que de caisses de terre, il ne peut pas faire plus de mal que cela. Sauf que non, le second n'est pas si fou que ça. Alors le capitaine ne va pas voir ce qui se passe, donc il va tenir son journal, donc il tient son journal au gouvernail finalement. Donc il entend le second qui s'affaire à ouvrir des caisses, à faire du bruit, à faire du boucan, et tout d'un coup il entend hurler « Au secours, au secours !» Et le second est projeté à l'extérieur de la cabine, sur le pont. Et il se fracasse, tel un boulet de canon, hein. C'est exactement comme ça qu'il l'est décrit, sur le pont, et là, il hurle, il regarde le capitaine, et lui dit « Vous feriez bien de venir, vous aussi, capitaine, avant qu'il ne soit trop tard, il est là, maintenant je connais le secret. La mer seule pour me protéger de cette créature. » Et il se jette dans la mer, effectivement. Alors, apparemment, en découvrant Dracula, au moment où il a ouvert la caisse de Dracula, il n'a pas été subjugué comme Jonathan l'a été, avec ce regard, voilà. Dracula l'a tout simplement envoyé voler, plutôt que de le boire d'ailleurs, ce qu'il aurait pu faire. Alors c'est assez curieux qu'il ait compris, qu'il dise j'ai compris, maintenant seule la mer peut me protéger de ce monstre. On comprend qu'il a compris que c'est un vampire. Ce n'est pas si facile que ça de comprendre que Dracula est un vampire en fait. Il ne colle pas au folklore habituel. En le voyant dans sa caisse, là, dans sa terre, on voit juste un homme, un vieil homme, enfin un jeune homme maintenant, un peu pâle, et ses canines sont assez discrètes finalement. Donc qu'est-ce que le second a compris vraiment? Alors il a apparemment très rapidement fait l'association entre ce folklore qu'il doit connaître et le vampire tel qu'il est décrit avec ce personnage, cette créature qu'il trouve au fond des caissons. Donc effectivement, il se jette à la mer. Pour lui, c'est la seule protection possible. Pareil, ce qui est un peu bête, parce que quand même, des protections, il y en a d'autres. Donc effectivement, on peut se dire qu'il perd la raison parce qu'il n'envisage pas d'autres solutions. Alors que s'il se réfère toujours au folklore, il sait que des solutions, il y a d'autres protections possibles. La croix, l'ail, etc. Non, dans son désespoir, il se jette dans la mer et le capitaine en tirera la simple conclusion que c'était le second depuis le début, que ce pauvre homme était fou, cette folie est passée inaperçue et que c'est lui, petit à petit, qui a tué sans doute les différents hommes, les différents matelots et les aura jetés par-dessus bord. Donc là, la seule inquiétude à ce moment-là du capitaine, maintenant que le second s'est jeté en mer, c'est de se demander s'il arrivera à bon port, maintenant qu'il est tout seul à tenir ce bateau. Et c'est le lendemain qu'il comprendra. Le lendemain, il parlera d'abord, il commencera d'ailleurs par parler du brouillard qui n'arrive pas à percer. C'est très curieux en fait, comment il introduit d'ailleurs cette nouvelle entrée dans le journal, parce qu'il parlera du brouillard qui n'arrive pas à percer. Il parlera du fait qu'il sait que c'est le jour parce qu'il est marin. Voilà, il arrive avec son expérience en fait, à savoir que c'est le jour, même s'il n'y voit pas grand-chose. Il raconte qu'il n'a pas osé descendre ni quitter le gouvernail, qu'il est toujours là. Et là, il me dit tout simplement parce que je l'ai aperçu. Je l'ai vu, j'ai aperçu la chose, je l'ai aperçu lui. Donc il a vu Dracula et la première entrée qu'il met dans son journal, c'est raconter un peu le décor, placer un peu les événements. C'est assez curieux d'ailleurs comme réaction. C'est toujours cette flegme des personnages, c'est quand même incroyable. Donc il a vu, cette nuit-là, il a vu Dracula. Donc Dracula est venu à lui et il se trouve que le capitaine a une croix autour du cou, donc Dracula n'a pas osé l'approcher, mais il l'a regardé dans les yeux. Et cette scène a marqué à vif le capitaine. Et il comprend le geste du second et il pense que le second a eu raison. Sauf que lui, il ne peut pas le faire, ça. Il ne peut pas quitter son bateau, il ne peut pas se jeter par-dessus bord, tout simplement parce que c'est le capitaine, et que le capitaine ne peut pas abandonner son bateau. Mais là, il fait quelque chose de curieux, c'est-à-dire qu'il espère déjouer les plans du monstre, tout simplement en s'attachant au bateau, et en attachant la croix par-dessus, ce qui fait que le Dracula n'aura pas accès au gouvernail.
Donc le capitaine ne dit pas que c'est un vampire là qu'il y a à bord en fait. Il dit juste que j'ai compris ce que c'est que cette chose et je sais comment l'arrêter. Donc il s'attache à bord et en fait peut-être dans une sorte d'opération suicide en fait, d'opération kamikaze. Donc en fait en bloquant comme ça le gouvernail, il espérait peut-être que le bateau fonce dans les roches, fonce dans les récifs en fait peut-être. Ce sacrifice du capitaine est vraiment louable quand même. On se rend compte que cet homme est prêt en fait à s'envoyer au fond de la mer pour empêcher la descente de Dracula sur l'Angleterre. Donc un geste vraiment louable en fait. Effectivement, son plan tombera à l'eau parce que Dracula arrivera en manipulant les éléments à mener le bateau à bon port. Et donc les dernières notes du capitaine, c'est « J'espère que les gens comprendront, ceux qui trouveront ce journal comprendront ». Parce qu'il met le journal dans une bouteille finalement. Donc il espère que son geste sera compris et qu'on ne le jugera pas. Et qu'on le jugera à sa juste valeur. Mais sauf qu'il ne dit pas ce que c'est. Donc en fait, son journal en l'état est incompréhensible. En l'état, personne ne peut comprendre ce qu'est cet homme, cette figure mince dont il nous parle, cet homme pâle, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut comprendre, c'est que le second était fou, mais que lui aussi était fou, a fini par être gagné par cette même folie. Il ne dit pas c'est un putain de vampire, il ne le dit pas ça. Donc oui, son journal sera lu parce que la Déméter va s'échouer sur les rivages de Whitby sans trop de mal. Et le chien qui s'échappe, bien sûr, on aura compris que ce chien, c'est Dracula qui prend la curieuse forme d'un chien, en sachant qu'il peut se transformer en ce qu'il veut, en brouillard, en chauve-souris et autres, il se transforme en chien pour s'échapper. Cette scène du bateau, finalement, ce huis clos horrifique, c'est un peu une frustration pour moi de ne pas l'avoir retranscrite complètement dans le film. Mais effectivement, je comprends, c'est vraiment une histoire de temps, c'est très très long à mettre en place. Il vaut mieux ne pas le montrer si c'est pour mal le montrer. Et finalement, l'astuce trouvée par Coppola de montrer donc un Dracula rajeunissant, avec juste les hurlements et cette catastrophe en train de s'abattre sur le bateau, sans nous montrer exactement de quoi il s'agit. Mais on comprend quand même, on comprend que ce sont ces victimes au fur et à mesure qui hurlent en fait. Ça nous décrit très bien ce qui s'est passé, ça nous résume en un coup ce qui s'est passé. Le voyage de Dracula, c'est avant tout une sorte de traînée de sang à travers l'océan. De la Transylvanie à l'Angleterre. Aider effectivement en se nourrissant ainsi, au fur et à mesure, à gagner en force. Il a déployé des pouvoirs qu'on ne lui connaissait pas jusque-là, sans doute parce qu'il gagne en force, d'ailleurs en se nourrissant de plus en plus. Donc la tempête, qui devient de plus en plus forte, le brouillard qu'il arrive à établir sur de longues durées. Quoique, on peut quand même se demander si tout cela était nécessaire. En fait, si Dracula avait juste patienté et n'avait rien fait, son bateau serait arrivé à bon port de la manière la plus naturelle qui soit. Il n'aurait pas pris le risque de cette fouille où ils ont failli la découvrir, et il n'aurait pas pris le risque de ce capitaine qui s'attache donc au gouvernail, dans l'espoir sans doute d'envoyer son bateau sur les rochers. Donc là, quand même, il a pris un petit risque démesuré, Dracula. Alors, il avait peut-être très faim, mais l'Angleterre n'était pas si loin. Et ça fait 400 ans qu'il patiente, de toute façon, il n'est pas à quelques jours près quand même. Et d'ailleurs, c'est là que je trouve qu'on a aussi loupé une autre fin possible pour Dracula. C'est-à-dire que littéralement, le capitaine aurait pu en fait saboter ce bateau et l'envoyer au fond des océans. Mourir tout en emportant Dracula avec lui. Et nous laisser comme ça sur un suspense, en fait, est-ce que Dracula arrivera à sortir de l'océan ou pas? Ou restera-t-il à vie comme ça dans son tombeau? Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la nouvelle série Netflix de Dracula, d'ailleurs, si on a le temps un jour d'en parler. Mais voilà, ce qui est une façon en fait de condamner Dracula, donc sauver l'Angleterre au prix de tout un équipage, par le sacrifice de tout un bateau, mais sauver Londres. Et nous laisser comme ça sur ce suspense, est-ce que Dracula arrivera à en sortir ou pas? On sait notamment qu'il ne peut pas traverser l'eau qui ruisselle, ou tout simplement monter à bord d'un bateau de lui-même, en fait, à marée haute, mais sait-il seulement nager? C'est une question qu'on peut se poser. Donc voilà. Donc on découvre le bateau, on découvre le journal. Ce journal rejoint donc ce recueil de lettres qui constitue ce roman. Et Dracula, sous la forme d'un chien, les premiers méfaits qu'il accomplira, donc dans un premier temps, c'est déjà de s'arrêter sur la route pour en découdre avec un autre chien. Sans doute un chien qui a senti que ce chien n'avait rien de chien, et que ce canidé était plus que louche. Donc en fait, Dracula, pour résoudre cette situation, va tout simplement presque dévorer l'autre chien. Enfin, il ne le dévore pas, il lui ouvre la gorge, il me semble. Donc je rappelle quand même que Dracula peut se transformer en ce qu'il veut. Peut-être qu'il n'a pas supporté de se faire défier de la sorte. Donc sous la forme d'un chien, il s'attaque à un autre chien. Ça colle tellement pas au personnage, c'est quand même génial. Qu'est-ce qu'un noble de la trempe de Dracula, très prétentieux, très fier de lui, ferait à se battre comme un chien, bref. Mais en tout cas, ça nous donne à voir en fait une autre limite de son pouvoir. Apparemment, Dracula sait se faire respecter des loups, mais pas des chiens qui ont été domestiqués, et qui ne se laissent pas tromper par le masque, et qui voient à travers ses entourloupes, ses manigances et ses transformations la véritable créature. Et il ne fera pas que ça d'ailleurs, parce que le bateau, pour l'instant, est bloqué à port, donc en fait, il faut savoir ce qu'on fait de cette cargaison. On finira par l'envoyer, mais bien sûr, mais là, il faut laisser toute l'administration faire son travail. Donc pendant ce temps-là, Dracula est coincé. Il ne peut ni aller se réfugier dans ses caisses, ni aller prendre possession de son bien, vu que dans ses résidences, il n'y a pas encore de caisse où séjourner. Donc que fera-t-il? Il ira tout simplement se réfugier dans la tombe du suicidé. Ce qui finit par conclure ainsi le parallèle qu'on avait fait depuis tout à l'heure. Et ça, on le saura parce que malheureusement, on va découvrir que Mrs. Walls, le petit vieux qui entretenait si bien Mina et Lucy, sera découvert sur son banc, la gorge arrachée. Et on se rappelle que son banc est au-dessus de la tombe du suicide. Et donc en fait, Dracula est tout simplement sorti, s'est retrouvé nez à nez avec Swalls et il lui a tout simplement tranché le cou. Il ne l'a pas sucé, il lui a tranché le cou. En fait, dans ses premiers moments de débarquement de Dracula, c'est vraiment... Il est tout simplement belliqueux. Il tue à tout va. Non pas pour se nourrir, mais
pour tuer. À moins qu'une autre explication possible serait que c'est sa façon de mordre les hommes. Peut-être qu'il arrache le cou et les femmes, il les suçote. Parce que oui, il va bientôt se faire sa première victime femme et on verra qu'il ne la traite pas du tout de la même façon. Et ce qui va nous introduire dans les méfaits de Dracula, effectivement, c'est toujours le journal de Mina et cette fameuse introduction que j'aime beaucoup, qui nous annonce que l'horreur est en place et que les événements vont nous être contés, mais on va s'efforcer de commencer au début. Ce qui nous est très difficile parce qu'on a envie de raconter directement la fin. On a envie de raconter ce qui s'est passé, mais l'auteur, ici Mina, commencera par si je ne m'étais fait un devoir de tenir ponctuellement mon journal, donc je me dois de relater ce qui s'est passé là, mais c'est incroyable, enfin je commence. Je reprends mon journal, ne trouvant plus le sommeil, je préfère écrire. Comment pourrais-je dormir après cette aventure épouvantable? Donc j'aime bien, ça nous met en attente, ça nous promet quelque chose à la fin, si seulement on accepte de suivre les événements tels qu'ils se sont déroulés. Alors qu'est-ce qui se passe? Lucie a repris sa vieille habitude de somnambulisme. Et Mina va tenter de la protéger, sans en parler à un médecin ou en parler aux domestiques. Donc l'idée, c'est de la protéger sans porter atteinte à sa réputation. Donc Lucie va avoir une première crise assez sévère de somnambulisme, c'est-à-dire qu'elle va se lever en pleine nuit et tout simplement disparaître. Mina va se réveiller, se rendre compte que Lucie n'est plus dans la chambre et va essayer de la trouver. Donc elle va se précipiter à l'extérieur, toujours en robe de chambre, et elle va découvrir son amie au fond du jardin, allongée, avec comme une forme mystérieuse au-dessus d'elle, une sorte de créature longue, noire, penchée sur son amie. Donc cette vision qu'elle a, de cette forme sur Lucie, qu'elle va appeler Lucie, elle aura l'impression que cette forme lève la tête, la fixe du regard, un regard rouge étincelant, et qu'au détour comme ça d'un buisson, en fait, cette forme disparaît. Donc elle croit effectivement que ce n'est que son imagination. Elle arrive sur Lucie, qui reste en fait dans son état de somnambulisme, et va tout simplement gentiment la ramener se coucher. Alors on pourrait se demander en fait pourquoi Dracula s'enfuit. On parle toujours du livre, donc Mina n'a aucune sorte d'importance pour Dracula à ce moment-là. Dracula est sorti de sa tombe et a découvert en fait, il a dû faire le tour de la ville de nuit. On sait que Dracula ne peut pas rentrer là où il n'est pas invité, donc dans un petit village, sans doute il n'y a pas grand monde qui traîne le soir à l'extérieur. Donc il a fait un peu le tour comme ça en virevoltant, il a trouvé un cadeau du ciel, une Lucie somnambule allongée sur un banc dans un jardin. On imagine un peu ce qu'il a dû penser quand même. Bah dis donc, c'est anglaise. Une jeune femme comme ça, en robe de chambre, allongée sur un banc. Donc Dracula est venu, s'est installé et a commencé tout simplement à se servir. Et là arrive une deuxième anglaise en robe de chambre. J'ai envie de dire que c'est un buffet à volonté là, normalement, pour notre vampire. Non, il s'enfuit. Il s'enfuit et on ne se l'explique pas. Surtout qu'on a bien vu juste avant que Dracula, depuis qu'il a débarqué, que c'est un tueur sanguinaire quand même. Donc là, il épargne Lucie et Mina, mais le vieux et le chien n'ont pas eu de cette chance. Mina va donc écarter cette scène comme si c'était une simple hallucination, parce qu'elle ne peut pas s'expliquer cette forme aux yeux rouges qui était par-dessus Lucie. Elle va donc la ramener tout simplement en faisant attention à ce qu'il ne croise personne. Et c'est là qu'elle remarquera deux petites traces au niveau du cou, comme des petites piqûres, des petites marques comme ça au niveau, à la base du cou. Mais elle n'en fera rien pour l'instant. Elle ne peut pas s'imaginer ce que nous on sait, bien entendu. Dans le film, il va se passer quasiment la même chose. Alors, le film ne nous introduit pas tant que ça le somnambulisme de Lucie et accélère très vite entre le bateau et le chien qui s'échappe. Donc, on a Dracula qui débarque et la première chose qu'il fait en arrivant, c'est de se jeter sur Lucie pour la violer et la mordre en fait. Il fait les deux. Autant dire que ça ne colle pas du tout avec le personnage. On se rappelle, c'est une sacrée contradiction quand même. On se rappelle déjà le caractère noble du comte et c'est une mission qu'il s'est donnée vis-à-vis de sa bien-aimée. Alors peut-être qu'il doit se sustenter à tout prix parce qu'il vient d'arriver, qu'il a une sacrée dalle, mais là l'allusion est un peu trop forcée. Parce qu'effectivement il y a toujours une allusion sexuelle dans la morsure du vampire, dans le climax, dans l'orgasme en fait. C'est à la fois, c'est un orgasme dans la mort que subissent les victimes, dans cette prise du vampire. Donc l'allusion on la comprend, elle est là, on peut la souligner si on veut, mais là elle est vraiment forcée quand même. C'est-à-dire que Dracula ça donne vraiment un viol, une pénétration sur Lucie. Donc on voit la scène comme ça de Lucie qui se fait prendre par un gorille. En plus il ressemble à un gorille, pour quelle raison ça m'échappe, un sort de loup-garou. C'est vrai que loup-garou et vampire, les deux créatures peuvent être assez proches si on remonte un peu aux origines dans leur description. Mais cette scène me semble absolument gratuite et ce n'est certainement pas le moment de l'introduire, ni d'introduire Lucie non plus. C'est-à-dire que ça peut arriver mais plus tard, dans une sorte de revanche de Dracula. Mais là, en l'occurrence, non, c'est trop tôt. Par contre, c'est que cette scène A que le livre n'a pas, c'est la justification de la fuite de Dracula. Parce qu'en voyant arriver Mina, j'ai l'impression qu'il a tout d'un coup une sorte de flashback et il se rappelle de sa mission, qu'il est venu là pour elle. Alors, il la voit d'une manière très bizarre, on dirait qu'il la voit à travers ses veines, comme s'il voyait le sang. Du coup, on est forcément amené à se demander, est-ce que c'est comme ça qu'il voit? Est-ce qu'il voit tout le temps comme ça? Ce qui réduit en fait ses victimes à tout simplement un amas de veines et de sang. Ok, c'est peut-être plausible dans ce cas-là, dans le cas du monstre sanguinaire, mais ça annule toute prétendue romance avec Mina. Il ne peut pas la voir comme une humaine, avec ses traits propres, tout ce qu'il voit c'est une grosse poche de sang. Et comment a-t-il vu la photo d'ailleurs? Comment a-t-il pu avoir ce flashback, toute cette romance, tout ça? Cette scène ne sert à rien. Même si on comprend mieux cette fois pourquoi Dracula s'enfuirait à l'arrivée de Mina, parce que tout d'un coup il a honte, il est honteux en fait qu'elle le voit dans cette position. Il le dira d'ailleurs, ne me voyez pas. Donc on a une sorte de flash, on ne sait pas s'il a agi sur la mémoire de Mina, qu'il ne se rappelle de rien. Et donc il reprend Lucie et qui la ramène. Et là, Lucie lui expliquera effectivement. On comprendra que Lucie était dans un état second comme sous hypnose en fait, sous l'effet de Dracula. Donc on commence à un peu mieux cerner les pouvoirs de Dracula aussi sur ses victimes. Mais dans tous les cas, cette scène est vraiment grossière et elle prête plus à rire qu'autre chose. Elle est grotesque. La scène du viol n'a rien à faire là.
Et à partir de là, une autre incompréhension également qui s'établit pour moi, c'est que Lucie sera la proie privilégiée du comte. Pour quelle raison? Il commence par l'attaquer dans le jardin, mais ces attaques se poursuivent. Donc maintenant que Mina essaie de garder Lucie à domicile, elle sait que Lucie est capable de se lever la nuit pour partir et marcher toute seule. Donc ce que Mina va faire, c'est tout simplement fermer la chambre dans laquelle elles dorment toutes les deux. Donc elle garde la clé sur elle. Lucie ne peut plus sortir. D'ailleurs, la Lucie somnambule se lève, essaie de sortir, essaie de chercher la clé, puis ensuite se recouche. Je ne sais pas si les somnambules peuvent faire tout ça quand même, ça fait beaucoup quand même. Elle veut sortir. Dee est frustré, Dracula est frustré de cette situation. C'est-à-dire que Mina va carrément témoigner d'un moment où elle voit une sorte de chauve-souris qui passe et repasse en décrivant de larges cercles devant la fenêtre. Le sang de Lucie est-il si précieux que Dracula se retrouve réduit à la harceler de cette façon, d'autant qu'il pouvait la vider du premier coup. Mais non, il va tout le temps revenir se sustenter de ce sang. Effectivement, il est coincé dans le village pour l'instant, si on parle du livre. Tant qu'il ne peut prendre possession de son antre et de ses caisses, il est coincé ici. Mais quand même, c'est tout un village, je rappelle. Et il la stocke même au soleil couchant, c'est-à-dire que dès qu'il peut sortir, il la cherche. Comme s'il n'avait pas assez bu la nuit. Et on a envie de lui dire qu'il y a plein de poissons dans l'océan, ou dans le village, si on veut. À un moment donné, Lucie va le surprendre en train de les observer, d'ailleurs, au crépuscule, et elle dira encore ses yeux rouges, les mêmes, exactement les mêmes. Et Mina va se retourner, ne comprend pas, et effectivement, elle verra du coup que Lucie est en train de fixer une forme, une silhouette, assise sur le banc où elles aiment bien aller se poser d'habitude. Et vu que Dracula est très obstiné, il finira par avoir ce qu'il veut. Vu que Lucie ne sort plus, que lui ne peut pas rentrer chez elle, vu qu'il n'y est pas invité, il ira se servir à la source en fait. Il arrivera à faire en sorte que Lucie ouvre la fenêtre et présente son cou. Donc c'est une nuit où Mina, en rentrant, remarquera que Lucie est penchée par-dessus sa fenêtre et qu'elle a l'impression qu'un grand oiseau est posé à côté d'elle. Si on imagine la scène, c'est qu'on a comme ça Dracula qui est recroquevillé comme ça, hein, qui est assis sur le marbre à côté, donc sur la fenêtre, sur le rebord de la fenêtre, et qui est en train de, qui est occupé à sucer le cou de Lucie. C'est vraiment pathétique. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout le vampire là? Alors sans doute que Lucie ne peut pas l'inviter du coup, parce qu'elle est sous hypnose d'ailleurs, est-ce qu'il peut, il ne peut pas, enfin je ne sais pas. Mais quand même que Dracula en soit réduit à aller sursauter au cou d'une pauvre victime la nuit, comme ça, sur les rebords de fenêtre. Et encore une fois, il s'enfuit quand Mina arrive sur la scène. C'est-à-dire quand Mina va pénétrer dans la pièce et va se précipiter donc dans la chambre pour secourir Lucie, Dracula a disparu. Encore une fois, il s'est servi et il a disparu dès que quelqu'un d'autre intervient. Comme s'il avait à fuir quoi que ce soit. S'il est capable d'enlever 2 matelots en même temps, je crois que Lucie et Mina, c'est pas le plus compliqué en fait. Donc voilà. Donc dans cette partie, je ne vais pas m'apesantir plus que nécessaire dessus, la stratégie de Dracula est absolument insensée. On ne comprend pas ce qu'il fait. Il a mis en place un plan machiavélique pour envahir l'Angleterre. Depuis qu'il est là, il passe toutes ses nuits à sucer Lucie. Donc là, Mina va quand même constater que les petits trous qu'elle avait observés, les 2 petites blessures au niveau du cou de Lucie, n'ont non seulement pas guéri, mais qu'elles semblent s'être ouvertes un peu plus larges. Ce qui est aussi génial en fait. Ça veut dire que Dracula met toujours les canines au même endroit. Qu'est-ce qu'il fout? Donc à force effectivement de planter ses canines là-dedans, effectivement les trous commencent à se voir en fait. C'est même curieux d'ailleurs que ça ne saigne pas plus que ça. Peut-être qu'il produit une salive coagulante, que sais-je. Mais voilà, en tout cas la morsure est d'une précision impeccable. Alors, il y a sans doute le désir de créer ici une sorte de hantise dans cette partie, comme si Bram Stoker a voulu présenter le vampire comme étant une créature qui hante sa victime. Mais je trouve que ça ne colle pas très bien au vampire finalement. Le vampire devrait vider sa victime. Le vampire, c'est l'agression sexuelle. Le vampire il prend sa victime. C'est une explosion, c'est un acte sexuel terrible, unique, avec un climax dans un orgasme de mort. C'est ça l'attaque du vampire. C'est la mort qui absorbe la vie pour rester non morte. Du coup, la figure fantomatique de la hantise ne lui colle pas tant bien que ça. Ça ne collerait pas bien non plus au loup-garou. Enfin, je veux dire, cette créature a une lecture qui est complètement assumée en plus dans le film. Cette allusion sexuelle est complètement assumée. D'autant plus, je pense que loufoque du coup. C'est-à-dire que pour que cette hantise fonctionne, il revient toujours prendre un peu plus de sang tout le temps. Donc effectivement, on a cette victime qui va commencer à être anémiée, qui va perdre, on va voir donc cette vie qui la quitte au fur et à mesure. Mais le fait d'imaginer Dracula planter toujours ses canines dans les 2 mêmes trous, ça désamorce un peu, je trouve. Ça désamorce un peu la nature terrible du conte. Donc bien sûr, Mina ne suspecte pas l'impossible. Pour elle, les blessures sont trop anodines. Mais quoique, est-ce qu'elle n'a pas assez d'éléments là pour s'inquiéter? Elle a quand même vu une créature penchée sur son ami, sur le banc. Elle a vu la mort du vieillard. Elle a revu une créature penchée sur son ami à la fenêtre. Et il y a ces blessures au niveau du cou qui ne sont pas du tout en train de guérir, qui au contraire s'élargissent. Tout ça devrait au moins l'encourager à en parler au domestique ou à un médecin ou que sais-je. Ici aussi, elle est pareille que son mari, que Jonathan. Il y a un décalage avec l'effroi. On se rappelle quand Jonathan disait comment vais-je pouvoir me raser maintenant? Après que le comte invisible dans son miroir ait failli lui sucer le sang et qu'il ait brisé son miroir. Mina, c'est pareil. Une des craintes terribles de Mina, c'est quand elle allait chercher Lucie sur le banc. Sur le retour, elle avait peur qu'on les voie. Attention au commérage quand même du quartier. Donc, par exemple, elle avait dû tremper ses pieds dans de la boue pour donner l'illusion qu'elle avait des chaussures, entre autres. Si jamais il tombait sur quelqu'un. Sur ce point-là, elle rejoint vraiment son mari. À ce point de l'histoire, on va avoir une bifurcation.
Parce que Mina va apprendre que Jonathan est à Budapest et qu'il est malade. Donc Jonathan est vivant, mais il est dans un couvent de bonnes sœurs qui prennent soin de lui et qui demandent la présence de sa femme. Enfin, de sa femme en devenir. Alors ça n'arrive pas tout de suite dans le film, parce que dans le film, Mina va avoir le temps de faire la connaissance du comte. Donc dans le livre, on a une Mina qui doit interrompre ses soins, en tout cas arrêter cette surveillance qu'elle avait sur son amie Lucie pour aller rejoindre son mari malade. Dans le film, Lucie continue à être un peu la victime de Dracula, mais Mina ne s'en inquiète pas tant que ça. Mina l'a ramenée lors de la première scène de viol, mais Mina maintenant va faire la connaissance de Dracula, et cette connaissance va complètement la happer, complètement l'occuper, elle va en oublier son amie, elle l'abandonne complètement pour vivre cette romance naissante. Parce qu'effectivement, elle va tomber sous le charme de Dracula. Bon, en même temps, peut-être que Dracula arrive sur un terrain propice, c'est-à-dire que Mina est quand même très seule. Jonathan ne donne plus de nouvelles depuis 4 mois maintenant, peut-être. Elle n'a plus de nouvelles, elle ne sait pas ce qu'il devient. Il devait se marier, ce projet est complètement en stand-by. Pendant ce temps-là, Lucie, elle, s'occupe de faire son mariage. Donc, ce qui doit vraiment lui rappeler l'absence de son mari, en plus. Donc, la rencontre de ce mystérieux étranger, elle le rencontre en pleine journée, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans le livre, on apprend que Dracula peut se promener en pleine journée. Dracula ne brûle pas au soleil. C'est juste que ses pouvoirs sont très diminués. Mais Dracula peut sortir et se balader en pleine journée. On n'a pas le vampire qui prend feu au moindre rayon de soleil. Donc Dracula va se balader dans Londres, habillé comme un gentleman, et va croiser Lucie. Donc la première rencontre va être un peu difficile, vu que ça ne se fait pas. On n'aborde pas comme ça une demoiselle en pleine rue. Il va s'excuser, il va avancer ne pas avoir connaissance de ses usages, du fait de sa posture d'étranger, tout simplement. Et donc là, il cherche juste un endroit pour se cultiver, justement. Il ne demande que ça, se cultiver. Donc, est-ce que Mina aurait des idées? Mina va encore l'envoyer chier en lui disant qu'il peut aller voir... donc, c'est les débuts du cinématographe. Donc, en fait, voilà, les gens se précipitent pour voir cette machine à créer des illusions. Dracula va arriver à l'adoucir, et donc Mina va accepter de l'accompagner pour aller voir cette scène. Donc, ils vont aller tous les deux voir un peu ici, voir un peu la naissance du cinéma. Alors, tout ça, ça passe dans le film, bien sûr. Ça ne se passe pas dans le livre, car dans le livre, comme je l'ai dit, ça y est, Mina est déjà partie retrouver Jonathan. Cette romance à naître, c'est vraiment dans le film, et c'est très pertinent dans le film, vu que ça crée ce parallèle avec l'outil qui interroge, en fait, sa propre nature. Donc le film qui interroge la nature même du film, en fait. Parce qu'en effet, on se rappelle que Dracula, en tout cas dans son territoire, là d'où il vient, avec ce château hanté, avec ses effets d'ombre et de lumière, c'est le maître des illusions également, Dracula. Donc la manifestation de ses pouvoirs obscurs, c'est du cinéma. Donc Dracula visite justement la naissance du cinéma dans la ville, donc qu'il soit témoin ainsi de la version urbaine, civilisée de sa magie, c'est quand même intéressant comme scène, comme confrontation. Donc Dracula arrive ici devant ses machines à faire de l'illusion, lui qui peut se transformer en ce qu'il veut, lui qui peut manipuler l'image, lui qui est plastique. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le personnage de Dracula dans ce film, c'est la plasticité du monstre. Et c'est pour ça qu'il occupe une place privilégiée dans ce second acte. Je rappelle que dans le livre, dans toute la seconde partie, Dracula disparaît. Finalement, dans le livre, Dracula, c'est la première partie, principalement. Dans la seconde, ce sont avant tout nos héros face à Dracula. Mais avant tout nos héros. Mina, Lucie, les 3 prétendants, le docteur Van Helsing, etc., Jonathan. C'est avant tout le dynamisme au sein de cette équipe, l'amitié, l'amour au sein de ces personnages, face à l'épreuve qu'est Dracula. Mais Dracula est une épreuve invisible, qui frappe, mais qui a tout aussitôt disparu. Le film arrive à ramener Dracula au centre de l'histoire et à déployer pleinement toutes ses facettes. Il passe comme ça de forme en forme et assume complètement ce rôle dans la seconde partie. C'est un prince avec ses manières, sa fierté, c'est un loup avec sa sauvagerie, c'est une chauve-souris qu'on ne peut capturer, qu'on ne peut saisir, c'est un brouillard, il disparaît. Et c'est là un des principaux atouts du film, c'est de ne pas avoir contraint Dracula dans une forme unique. Le monstre, parce qu'effectivement il n'y a pas grand-chose à faire du monstre. C'est là-dessus que le livre a buté. On ne pouvait pas faire grand-chose du monstre en fait, parce que sinon, on allait dans un autre genre, ça nous échappait très vite. Le monstre qui arrive à Londres, s'il fait ce qu'un monstre est censé faire, on se retrouve avec une armée de vampires et game over en fait, c'est fini. Ça devient toute autre chose comme livre. Ça devient World War Z, ça devient un livre de survie, voilà, quelques Anglais qui essaient tant bien que mal de survivre dans une horde de vampires comme ça qui envahissent toute l'Angleterre, c'est fini. Enfin, c'est certainement pas ce qui est intéressé Bram Stoker, justement. Vu que ce qu'on retient avant tout dans sa deuxième partie, c'est ça, c'est l'amitié, c'est l'amour, ce sont les sentiments nobles qui permettent aux hommes de franchir les pires obstacles. Et donc le monstre devait attendre en arrière-plan et hanter la scène juste ce qu'il faut pour que les hommes, pour que ces héros qui sont soumis à ces épreuves puissent développer, déployer ces sentiments-là, ces preuves-là, ce qui nous les rend attachants, entre autres. Sauf qu'il est très difficile de mettre Dracula en arrière-plan. Un Dracula qui reste là à se tourner les pouces en attendant que Mina prouve son amour ou son amitié et que les 3 prétendants démontrent leur vertu. Bon, non, Coppola a trouvé une meilleure solution, justement. Ces traits qui sont fondamentalement humains, il les reconnaît également chez le monstre. Il les développe également chez le monstre, tout en le mettant au premier plan et en assumant complètement cette seconde partie avec Mina. Donc Mina est le prince Vlad, parce qu'il se présente comme un prince, il me semble. Il arrive à la séduire au théâtre, donc voilà, devant ce spectacle de son et lumière, il arrive à la séduire. Et il arrive à l'hypnotiser dans un petit recoin, comme ça, et il va pour la mordre, en fait, pour la transformer. Sauf qu'il va se retenir.
Il va se retenir parce que, comme on avait dit, ce personnage est beaucoup plus riche que cela. Son désir, c'est effectivement de retrouver sa bien-aimée, de l'immortaliser, mais s'il la transforme, s'il la mord, il comprend très vite que ce n'est plus sa bien-aimée qu'il récupérera, mais ce sera une énième victime, une énième vampire à sa solde, à sa botte, en fait. Et ce n'est pas cet amour-là qu'il recherche, donc il est capable de penser cela et de s'arrêter à temps, de dire que non, ce n'est pas ce qu'il veut. Donc il reste comme ça, là, comme un con, la bouche grande ouverte, et Mina donc sort de cet état d'hypnose, elle se demande pourquoi le prince est là, bouche bée, avec au-dessus de son cou, et elle s'enfuit. Encore une fois, un caractère vraiment salvateur pour le personnage du conte, qui se retient, tout simplement, qui arrive à se retenir, qui arrive à combattre ses instincts les plus primaires. À la fois celui de se sustenter du sang de ses victimes, mais également celui de tout simplement posséder la femme qu'il aime. Il ne veut pas la posséder, il veut se faire aimer. Et c'est beaucoup plus difficile. Et là arrive un loup. C'est vrai que c'est complètement bizarre, mais effectivement, un loup débarque dans la scène. Ce loup sort de nulle part, un loup qui échappe du zoo. Alors, c'est sans doute un clin d'œil à ce qui se passe dans le livre, mais bien plus tard. C'est-à-dire que ce con de Dracula qui ne lâche pas Lucie. Je rappelle donc que Dracula, dans le livre, ne boit que le sang de Lucie. Il en fallait une de victime, c'est Lucie, pas une autre. Donc il ne boit que le sang de Lucie. Et à un moment donné, on lui empêche complètement l'accès de la maison de Lucie. C'est-à-dire qu'on verrouille tout, on met de l'ail partout, donc il n'aura pas accès. Et il fait merde, comment je fais pour boire du sang? Donc il essaie de trouver un plan tout en marchant à travers les rues de Londres avec tous ces gens autour de lui, mais en se disant mais comment je fais pour avoir le sang de Miss Lucie? C'est vraiment le vampire le plus débile qui soit quand même, c'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va au zoo, il va libérer un loup. Bon, on reviendra sur cette partie plus tard, donc très rapidement juste pour dire le clin d'œil, c'est qu'il libère un loup qui va aller tout simplement casser une vitre. C'est un voyou, c'est un vampire voyou. Un loup donc qui va casser une vitre chez Mina, donc ce qui va lui permettre donc en fait de faire tomber l'ail, tout cela. Puis après il rentre, il s'en prend à Lucie. Il n'est toujours pas invité, donc comment il le fait? Je ne sais pas. Bref, donc c'est ce loup-là sans doute qui est récupéré ici. Donc ce loup s'invite tout simplement dans la science, dans la projection. Et donc il va créer bien sûr un mouvement de foule, donc tout le monde s'enfuit. Mina prend peur, va pour s'enfuir, mais elle se rend compte en fait que le loup est complètement dompté par le prince. On rappelle donc que c'est un vampire et donc il a cette puissance un peu sur ces animaux obscurs, sur ces animaux sauvages. Et donc le loup vient au prince et se laisse caresser tout bêtement. Et donc Mina est comme subjuguée par cette scène. Non plus sous hypnose, mais tout simplement, cette scène trouve une résonance en elle, en fait. Je rappelle que Mina est dans une sorte de frustration, en fait, comme ça, de cette femme qui répond aux règles régies par cette société victorienne, mais que depuis le début, on sent, en tout cas le film nous la présente comme cela, on sent en fait ce désir un peu, cette curiosité qu'elle a de plus en plus, presque à jalouser peut-être d'ailleurs la liberté et l'irrévérence de Lucie. Mina est comme ça décrite comme une petite prude, mais qui ne demande qu'à assumer en fait ses envies, ses fantasmes, ses désirs, tout bêtement. Donc la scène du loup qui se fait caresser comme ça par le prince, on va dire qu'ils finissent par le caresser à deux, ce loup. Donc on a là une Mina qui arrive et qui commence à caresser le loup aussi, avec la main du prince qui caresse le loup, ils sont là, ils caressent la fourrure. Donc cette scène dit tout, cette scène c'est autant de la branlette intellectuelle que c'est de la branlette littéralement. Hein. C'est Mina qui fouille la fourrure, voilà. Je sais pas comment le dire autrement, mais autant le dire et on passe à autre chose. Donc c'est la délivrance, c'est un moment de délivrance pour Mina. Et le conte est là pour guider sa main à travers la fourrure. Est-ce que l'allusion est claire là? Donc il va sans dire que Mina s'adonne complètement. Alors je sais pas ce que devient le loup, ne me demandez pas. Mais il va sans dire qu'après cette scène, qu'est-ce qu'ils font au loup après? Bon bref. Il va sans dire qu'après cette scène, Mina s'adonne complètement au conte en fait. Ils vont continuer à se rencontrer. Et petit à petit, Mina va presque d'ailleurs faire une sorte de connexion mentale avec son ancien elle, avec la fameuse Elisabetta. Donc il y a un rendez-vous comme ça où le comte fait boire de l'absinthe à Mina et cette Mina, sous l'emprise de cette décoction, va tout simplement compléter des vers que le comte se met à déclamer. Alors il me semble que c'est soit un courrier que lui avait écrit Elisabetta à l'époque, soit la lettre de suicide d'ailleurs d'Elisabetta. Et Mina va compléter les paroles du conte. Donc comme si elle créait à nouveau une reconnexion avec son ancien elle. Donc comme si une résurrection était possible. Une résurrection qui n'est pas possible vu que Elisabetta est condamnée aux enfers, donc son âme... Enfin bon bref. Mina n'a pas besoin de nous faire croire qu'elle est la résurrection d'Elisabetta. On s'en fout en fait. Elle a juste besoin d'être celle qui finit par aimer le comte. Aimer le comte parce qu'il lui permet d'être elle-même. Il lui permet de se libérer. D'ailleurs, on se rappellera qu'au début du film, quand elle voit Jonathan, elle rencontre Jonathan avant que Jonathan ne parte faire son grand voyage. Et au retour de ce voyage des Carpates, il allait recevoir une promotion. Et suite à cette promotion, ils allaient enfin pouvoir se marier, avoir les moyens de se marier. Et donc elle l'enlace, elle veut le prendre un peu, mais Jonathan est très, il a un balai dans le cul, quoi, pour le dire les choses simplement. Donc il se retient un peu, il est là, non, ça se fait pas. Bon, il la prend dans ses bras, mais on sent que voilà, ce n'est pas un fougueux du tout, Jonathan. Voilà, il se tient. Et là, avec le comte, elle peut enfin se libérer. Donc ça suffit. Je trouve que cet argument, cette piste est largement suffisante. Non pas peut-être pour qu'elle tombe amoureuse éperdument du comte, mais qu'elle veuille
avec lui, explorer ce qu'elle veut être, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire en fait, tout simplement. Mais non, ils nous font ces petites scènes où on se dit, où le comte réalise, ah, c'est elle, c'est Elisabetta. Mais non, les âmes se réincarnent maintenant. Elles transmettent des messages comme ça à travers. Donc elle revit son temps passé. Et je rappelle qu'Elisabetta qui s'est suicidée, normalement, son âme est en enfer à cette heure-ci, hein, si on suit cette logique. Donc bon. Donc voilà, là c'est un peu donc là le film s'est un peu égaré, je trouvais. Ce n'était pas nécessaire. Mais bon, ça ne durera pas longtemps, d'autant plus que là, le film va rejoindre la trame principale du livre. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, au moment où son amour pour le comte commence à prendre une nouvelle tournure, parce que on passe du flirt à littéralement un échange de baisers. Je ne sais plus s'ils s'embrassent, mais c'est tout comme. Hein. Là, ça y est, ils ont une complicité. Cette complicité est vraiment consommée à ce moment-là. Au moment où ils se parlent de cette manière-là, autour des derniers mots de cette lettre d'adieu rédigée par Elisabetta, juste avant de plonger à sa mort. C'est à ce moment-là, malheureusement, que Mina reçoit une missive lui annonçant que Jonathan a été non seulement retrouvé, qu'il est convalescent dans un couvent et qu'il demande à ce qu'elle soit là. Et Mina va très rapidement retrouver son rôle de bonne femme et accourir au chevet de son mari. Parce que c'est ce qu'elle doit faire. Enfin, je ne pense pas que c'est ce qu'elle doit faire, mais c'est ce que son rôle demande, en fait, son rôle de femme dans ces sociétés-là. C'est ce qu'elle doit faire, donc elle accourt, et tout s'écroule autour du pauvre comte, qui là comprend qu'il a perdu à nouveau, c'est la deuxième fois qu'il perd sa bien-aimée, et là il se met à hurler, il hurle, il déchaîne tout, il déchaîne les tempêtes, il déchaîne les tornades, il déchaîne tout. Et dans sa colère folle, il s'en prend à Lucie. Ce qui est une façon un peu de reporter sa fougue, cet amour qui est maintenant corrompu par sa douleur, est transformé non plus en amour, mais en viol. Donc le prince qui commençait à presque regagner son humanité. Je rappelle qu'à un moment, il n'a pas mordu. Donc c'est un vampire qui ne mord plus déjà. Donc c'est comme s'il était sur la voie de la rédemption, si on veut. Ce vampire se fait à nouveau abandonner, ce pauvre prince se fait à nouveau abandonner, et là il chute. On peut comprendre que du coup, ce désir d'amour qu'il voulait tant donner soit vicié. Et qu'on aboutisse à cette scène de viol, finalement. C'est-à-dire qu'il s'abat littéralement sur Lucie, qui est l'amie la plus proche, la chose la plus proche après Mina. C'est sa meilleure amie, donc c'est vraiment elle qui peut le mieux recevoir cette vengeance. Et elle va la recevoir. Hein, Et c'est pour ça que la scène du viol du début n'était pas pertinente, c'était trop tôt. Il fallait attendre. Il allait la trouver tôt ou tard. Il n'avait pas besoin de la sucer au début, ni de la sucer tout au long de cette histoire. Il pouvait juste l'attaquer à ce moment-là. Là maintenant qu'il a besoin de déverser cette frustration, déverser sa haine, sa colère, sa pitié, sa rechute, tout simplement, sa rechute. Il retourne dans ses premiers instincts, dans ses premiers désirs de vengeance qu'il a eu au moment où ils lui ont enlevé Elisabetta. Tout comme maintenant on lui enlève Mina. Mais donc voilà, le livre et le film se rejoignent à cet endroit. C'est-à-dire que Mina s'en va, elle laisse Lucie aux mains de ses amis, de ses 3 prétendants, et Lucie est malheureusement la cible privilégiée de Dracula. Mina ne connaîtra pas le destin de son ami parce qu'elle sera occupée à rejoindre Jonathan, qu'elle découvrira effectivement affaibli, malade, troublé, dans un couvent de bonnes sœurs qui prennent soin de lui. Jonathan ne parle plus, Jonathan a un doute, il n'est plus très bavard on va dire, et il ne croit pas à ce il a du mal à concilier ce qui s'est passé avec la réalité, il a du mal à accepter ce qui vient de lui arriver. Alors il a fini par s'échapper, on comprend donc qu'il a fini par s'échapper. En fait, Dracula l'avait tout simplement laissé là pour qu'il serve de nourriture aux trois vampiresses là. Vu qu'on avait vu qu'elle ne savait pas chasser d'elle-même, on se rappelle que c'est même Dracula qui leur avait ramené un enfant, on comprend que du coup Dracula, vu qu'il allait partir pendant un long moment, leur aura laissé Jonathan. Et donc tous les soirs, les 3 vampiresses venaient le sucer un petit peu plus. Mais du coup, sans le nourrir, c'est-à-dire que leur plan n'allait pas durer longtemps non plus. Mais bon, toujours est-il que Jonathan arrive à s'échapper. Alors on se rappelle que dans le livre, il n'attend même pas ce moment-là, hein. Il prend le risque d'affronter le précipice. C'est-à-dire qu'il essaie d'escalader et de descendre et d'échapper à ces vampires comme il peut. Dans les 2 cas, cette échappée réussit, mais Jonathan n'en sort pas indemne quand même. Il est pris de fièvre, il est délirant. Quand les bonnes sœurs le trouvent, Jonathan n'est plus que l'ombre de lui-même. L'arrivée de Mina va l'aider un peu à récupérer. Mais effectivement, on retrouve un Jonathan très affaibli, fiévreux. Et ce qui va l'aider, c'est finalement l'arrivée de Mina, mais également le mariage. Ils vont se marier là. Ils seront mariés donc par les sœurs du Saint-Sacrement. Le film va faire un parallèle pendant ce mariage d'un Dracula qui se déchaîne une dernière fois sur Lucie, et qui la consomme, qui lui ouvre le cou, qui se gorge de son sang. Donc voilà, donc ça établit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un Dracula éploré, finalement, prend Lucie comme une pauvre alternative à Mina. Et cette prise n'est plus une prise d'amour, mais littéralement un viol, et ça se traduit par des hurlements et cette explosion de sang. Et d'un Dracula sous sa forme de loup, c'est-à-dire qu'il n'a même pas la décence de prendre sa forme de vampire, il est sous cette forme de loup pour vraiment appuyer cette bestialité complètement libérée, déchaînée. Donc ce destin que subit cette pauvre Lucie aurait été d'autant plus percutant à mon sens, si effectivement Dracula ne s'était pas abattu sur elle dès le début, et que ça aurait été plutôt une conséquence de sa déception, d'une Mina qui le quitte, et donc comme une sorte de vengeance pathétique
qui, tout d'un coup, l'enlaidit à nos yeux. Alors que juste avant, on pensait que c'était une noble victime que ce pauvre prince. On lui a quand même enlevé sa bien-aimée. Mais vu qu'il est capable de s'abaisser à des gestes pareils, finalement, en fait, notre sentiment à son égard va également évoluer. C'est-à-dire que la pauvre Lucie n'a rien demandé. Justement, en parlant de Lucie, il faut se rendre compte quand même qu'on a un peu éclipsé ce qu'il advient vraiment de Lucie, par souci de lisibilité de la narration ici, de ce qui est en train de se passer. Jonathan et Dracula, Dracula qui arrive, Dracula qui croise Mina, Dracula qui s'intéresse à Mina, Mina qui change au contact de Dracula, et puis finalement Mina qui se retire et qui laisse un Dracula éploré. Je trouvais que cette trame était très intéressante, donc elle méritait d'être développée sans forcément trop s'attarder sur Lucie. Parce qu'effectivement, il lui en arrive des choses à Lucie, pendant que Mina n'est pas là. Et les mésaventures de Lucie seront également l'occasion de déployer la noblesse des sentiments, la noblesse de ses hommes, de ses prétendants. Donc Mina étant sortie de la scène, donc ce sont ces hommes un peu qui prennent le relais, en la personne donc de Quincy Morris, comme j'avais dit, le Texan, le Dr Stewart, et également l'élu de Lucie, donc Lord Arthur Holmwood, qui vont tout faire pour aider cette pauvre Lucie. Et complètement démunis face à ce qui est en train de lui arriver, vont faire appel à un certain Van Helsing. Alors cette partie est très touchante parce que malgré tous leurs efforts, alors spoiler, ils vont perdre Lucie. Mais c'est intéressant de raconter comment ils en arrivent à cela. Ils s'approchent de la solution, mais malheureusement, ils trouvent la solution un peu trop tard et ils perdent Lucie. Mais on sent la douleur que c'est pour eux, on sent la tragédie que ça représente dans leur vie, et du coup, la décision qu'ils vont prendre, en fait, de ne certainement pas laisser Dracula faire d'autres victimes. Donc c'est très touchant. On n'aura pas du tout ça dans le film, mais alors pas du tout. Les trois personnages en question sont assez random. Ils sont absolument remplaçables, on aurait pu en garder qu'un seul d'ailleurs. Ils ne sont pas du tout complémentaires dans ce qu'ils apportent dans l'échiquier. Comme je disais, en fait, Quincy Morris, le Texan, c'est un peu l'homme fort, c'est l'homme d'action. Le Dr Stewart, c'est cet homme de science, c'est celui qui va essayer de raisonner la situation, c'est celui qui va, dans un premier temps, essayer d'aider Lucie d'ailleurs, dans la limite de ses capacités. Et on a Lord Arthur Holmwood, qui est donc cet amant bientôt éploré, qui déploiera tous les moyens à sa disposition pour essayer de sauver Lucie dans un premier temps, et ensuite pour aider l'équipe à chasser Dracula. Dans le film, quand ils se rendront compte que Lucie est malade, dès les premières morsures de Dracula, de toute façon, Lucie commence à partir en cacahuète, et Lucie rentre comme ça le soir dans des sortes de délires comme ça, maladie fiévreuse, où qu'elle veut assouvir, on a l'impression, dans un acte, dans un coït, tout bêtement. Elle demande la présence d'hommes, elle veut les prendre, elle veut mordre. Le premier à intervenir, c'est bien sûr Stewart, mais Stewart ne comprend pas ce qui se passe. Et on a Holmwood qui intervient comme ça, en arrivant, en la regardant de haut, comme ça, en disant je payerai ce qu'il faut, mais fixez-la. On n'a aucune chaleur entre les personnages. Et Lucie nous paraît juste comme une pauvre délurée, malheureusement, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, et qui est condamnée de toute façon. Et ces hommes doivent juste la fixer pour qu'elle puisse remplir son rôle correctement. Il faut la réparer. Il n'est pas question de sacrifice de soi, il n'est pas question de tout donner pour sauver son âme, si possible. C'est un peu des cons, en fait. C'est des clowns, en fait. Alors, peut-être que ça désamorce un peu l'aspect tragique tout le temps de cette histoire. Enfin, tout est tragique, Jonathan et Mina qui se retrouvent, c'est tragique. Donc, dans le livre, tout est grandiloquent, les hommes sont nobles et se sacrifient. C'était peut-être pour désamorcer tout ça. Parce que les trois prétendants sont tout simplement un peu cons, en fait. On va le voir, et à aucun moment on va développer de tels sentiments pour eux. Donc c'est peut-être ce que Coppola a voulu faire, mais il l'a trop bien fait pour le coup, vraiment, parce qu'ils ne sont absolument pas attachants. Ils sont même méprisables d'ailleurs, littéralement. Entre Lord Arthur Holmwood qui voit sa bien-aimée, sa promise, mourante dans un lit, qui ne la touche même pas, il ne lui prend même pas la main. Il l'observe de loin et fait juste « je paierai ce qu'il faut, pour me la fixer ». Et il s'en va, comme s'il parlait de sa voiture. Stewart, qui essaie de la soigner comme il peut, mais qui est un drogué en parallèle, qui torture un peu ses patients, et qui d'ailleurs va devoir la garder. Je crois que c'est lui qui la garde, cette fameuse scène où Dracula se déchaîne en loup et vient pour finir Lucie, alors que personne ne l'a invité dans la maison quand même, donc il ne devrait pas pouvoir rentrer, mais bon, soit. Je crois que c'est le Dr Stewart qui la garde. Et il s'endort, ce con. Sans doute parce qu'il se drogue, peut-être. C'est un drogué dans le film. Donc voilà, donc ces personnages sont vraiment grotesques. Et bien sûr, il y a Quincy, donc l'homme d'action, mais qui est juste un gros beauf dans l'histoire, qui n'arrête pas de faire des allusions graveleuses. Enfin, non, ce rôle est pris par Van Helsing. On verra, Van Helsing est complètement fou. Donc voilà, ces personnages ont malheureusement été un peu charcutés dans le film. Ils ne méritaient pas ça. Je suis assez d'accord pour dire effectivement qu'il y avait trop de grandiloquence dans cette histoire et trop de noblesse, que ça demandait un peu de fouet. On pète un coup quand même, là on redescend. Mais là on les a un peu trop transformés. Et s'il fallait éviter qu'il y ait trop de personnages principaux, parce qu'effectivement, comme je disais, la deuxième partie, c'est avant tout Dracula et Mina qui la vivent. Et Lucie est une victime collatérale. Et donc si on voulait éviter peut-être d'avoir ces trois hommes avec leur histoire aussi, et Van Helsing avec son histoire, etc., éventuellement on aurait pu les réduire à une seule personne. À ce moment-là, car comme je le dis dans ce film, Quincy, Arthur et Stewart sont absolument interchangeables. Pour le peu qu'il imprègne l'histoire, je veux dire.